Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo consacrée au 5e épisode de The Falcon and the Winter Soldier qui était sans aucun doute à mes yeux le meilleur de la série, en tout cas en attendant le 6e et dernier la semaine prochaine. Comme d'habitude, vous retrouverez d'abord mon avis, puis les références et enfin les théories justement pour ce dernier épisode. Et puis vous retrouverez aussi le lien en description de la vidéo pour vous abonner à Disney+ et soutenir la chaîne au passage. Donc merci à Disney pour l'opportunité et merci à vous. Même s'il conserve inévitablement des imperfections par-ci par-là, j'ai beaucoup apprécié cet épisode qui est parvenu à m'emmener avec lui, contrairement au premier qui avait un petit peu peiné à me convaincre, notamment lors de ce premier retour de Sam en Louisiane. Mais cette fois, tous les moments de calme, assez nombreux dans l'épisode, m'ont semblé aussi bien maîtrisés au niveau artistique que pertinents au niveau narratif. Cet épisode proposait une magnifique succession de scènes marquantes dont j'ai pu apprécier l'ambiance et ressentir tout le poids émotionnel dans des registres différents et généralement avec des acteurs, des interprètes très convaincants. Le calme relatif de cet épisode, tout du moins après son impressionnant combat d'introduction, ne m'a donc pas du tout gêné puisqu'on ressentait aussi bien la progression de l'histoire que des personnages, contrairement au léger surplace qui m'avait un peu laissé sur ma faim sur le 4e épisode, en dehors de sa conclusion très marquante. Parmi les petits points faibles que j'évoquais pour cet épisode, j'en reviens aux Flag Smashers, mais cette fois-ci pour évoquer des petites invraisemblances scénaristiques. En effet, on nous dit en résumé que les systèmes de surveillance du monde entier sont à leur recherche, et les Flag Smashers reviennent comme des fleurs dans le centre de réfugiés où ils étaient quelques jours auparavant et qui a depuis été évacué par le GRC. De toute évidence, c'est un lieu qui serait resté sous surveillance active dans un univers réel. Et en fin d'épisode, on a aussi cette retrouvaille dans un parc de New York à visage découvert. Encore une fois, sans vouloir jouer les paranos, c'est une situation qui me semble hautement improbable pour plusieurs personnes susceptibles de faire réagir les systèmes de la NSA, entre autres. Maintenant que j'ai évacué ces remarques très secondaires bien sûr, revenons au contenu de ce bel épisode avec les nombreuses références qui l'émaillent et que je vais évoquer par ordre chronologique. Le moins qu'on puisse dire, c'est que cet affrontement initial dans le hangar multiplie les références, les clins d'œil, mais il n'oublie pas l'essentiel, à savoir nous proposer un combat intense et même relativement brutal. Déjà, on peut souligner que pour toutes les phases de ce combat, on a différents thèmes musicaux qui reviennent des précédents films de la série Captain America, on va dire, notamment The Winter Soldier et Civil War. Pas étonnant puisque c'est les mêmes compositeurs qui officient également dans la série, mais pour les connaisseurs, ceux qui ont l'oreille musicale, eh bien ces petits retours en arrière sont très pertinents. Clin d'œil au final de Civil War, évidemment avec son fameux combat à 3, mais aussi de façon plus malicieuse encore, référence à Infinity War, avec l'affrontement du groupe de Tony contre Thanos sur Titan, alors que l'objectif consistait bien sûr à retirer au tyran galactique le gantelet porteur des pierres d'infinité. J'ai particulièrement apprécié la rage et l'efficacité de John Walker. Alors oui, la relative faiblesse de Bucky continue de m'ennuyer un peu, je vous mentirai en affirmant le contraire, mais au moins la série avait pris la peine d'indiquer que John Walker était un spécimen hors du commun, avant même d'avoir la moindre trace de sérum dans les veines. Et on pourrait éventuellement partir du principe que le sérum aurait des effets proportionnels aux capacités physiques initiales, sachant que la meilleure de toutes les procédures de sérum aurait quand même été celle de Steve Rogers avec le caisson, etc., que Bucky aurait eu plutôt un ersatz de sérum que Hydra avait pu se procurer, et donc John Walker a eu plutôt une bonne version du sérum, et sachant ses aptitudes athlétiques hors du commun de base, eh bien on obtient une version particulièrement puissante du super soldat. J'ai aussi conscience que Sam aurait largement dû perdre la sienne, de conscience, après avoir encaissé un coup de pied au corps, un coup de bouclier dans le bras, un coup de pied à la tête, et le tout de la part d'un super soldat super vénère. Alors oui, c'est vrai, au passage, on a des coups de pissotaire tournés qui ne servent à rien, tellement ils sont loin de leur cible, mais bon, ne faisons pas trop la fine bouche, l'ensemble est bien pensé, notamment dans l'usage des capacités du faucon, avec ses ailes, son grappin, mais aussi dans le travail d'équipe de Sam et Bucky avec ce coup final qui nous fait totalement penser à un combat de catch en tag team. Wyatt Russell confirme sa belle performance en John Walker, qui perd pied et se laisse emporter par la rage et la paranoïa. Il est prêt à tuer à nouveau exactement comme il vient d'exécuter le Flag Smasher, mais cette fois contre un Avenger.
En résumé, on a avec ce combat la parfaite démonstration que John Walker n'est pas du tout en contrôle de ses actions lorsqu'il est dans le feu de l'action, et donc qu'il n'est absolument pas digne de ce bouclier s'il restait encore pour certains un doute après la conclusion de l'épisode 4. Ceci dit, attention, Walker n'en devient pas pour autant un personnage simpliste ou caricatural, le reste de l'épisode parachève un portrait crédible qui évite de sombrer dans le cliché. Il lance même à Sam qu'ils auraient pu former une équipe, ce qui sonne évidemment comme un reproche déchirant. Pour en revenir au bouclier maintenant, on peut vraiment apprécier la parfaite gestion de toute la symbolique qu'il porte. On a d'abord ce plan magnifique de Bucky qui devient Captain pour un bref instant dans la lumière, comme si l'aura de son amitié avec Steve brillait alors sur lui comme la promesse d'un destin nouveau pour James Barnes le maudit. Ensuite, on a cette façon qu'a Bucky de lâcher le bouclier pour rappeler à Sam que l'objet est sa responsabilité, et ce dernier semble déjà ici commencer à l'accepter, du moins provisoirement, en voulant tout de suite effacer le sang qui entache une icône qui lui est si précieuse. Donc oui, malgré la question du précaire équilibre des puissances, qui m'a un petit peu tarabusté on va dire, l'essentiel est maintenu, préservé, réussi dans ce combat, aussi bien en termes d'intensité que ce que l'affrontement va nous révéler sur les belligérants qui y prennent part, et ça on peut dire que c'est très abouti. Et bien sûr, la façon dont John Walker va arracher les ailes de Faucon vient sonner la première étape de la mort symbolique du personnage qui pourra mieux renaître ensuite sous la forme du nouveau Captain America. Et la question de l'avenir du Faucon revient vite sur le tapis avec le retour du lieutenant Torres, avec cet acteur qui parvient toujours autant à ressortir parfaitement dans des scènes pourtant très courtes. De toute évidence, les décideurs de chez Marvel ont la même perception que la plupart d'entre nous. Ils ont envie de revoir cet acteur dans le MCU. Et évidemment, on a un petit indice à ce sujet lorsque Sam va lui laisser l'équipement de Faucon endommagé. On se doute bien qu'il va y avoir de la réparation dans l'air. On en reparlera dans la partie théorie. Le renvoi de John Walker en séance publique est conduit par le sénateur représentant les États-Unis au sein du GRC. Le discours de Walker sur le fait qu'il a été construit par le pouvoir et a toujours obéi à ses mandats reste poignant, justement grâce aux failles du personnage qui en font un homme sans doute plus réaliste que le presque trop idéal Steve Rogers. Pas de cour martiale donc, mais aucune pension militaire et un avenir qui s'annonce bien sombre jusqu'à ce que survienne le fameux caméo qui était presque impossible à deviner avec Julia Louis-Dreyfus dans le rôle de la comtesse Valentina Allegra de Fontaine, appelée Laval, mais uniquement dans vos têtes. Personnellement, j'ai trouvé que l'actrice en faisait peut-être un chouïa trop, enfin rien de bien gênant, ça restait carrément comics, et plus intéressant surtout les implications de cette apparition et de son discours. Alors déjà, il faut savoir que dans les comics, Val a tenu différents rôles, c'est une agent triple, on va dire, au minimum, donc il est très difficile de se baser sur les comics pour déduire quoi que ce soit pour la suite du MCU. Ce qui est clair en revanche, c'est que Val a un projet pour John Walker, elle ne s'en cache pas, et donc je vous invite à découvrir ma vision de ce projet dans la partie théorie, du moins en attendant le coup de fil de Val. Bucky retrouve Zemo auprès du monument commémoratif de la tragique histoire de la Sokovie. La famille représentée renvoie directement le baron à son histoire personnelle, sachant que la perte de sa famille pèse toujours aussi durement sur lui pour qu'il accepte avec le sourire la perspective d'une exécution perçue comme une délivrance. Dans le geste de Bucky, ces cartouches qu'il laisse échapper au sol, on trouve la démonstration qu'il n'est plus un tueur, non seulement pour ce qui est du soldat de l'hiver, mais surtout dans les traces qui pourraient en rester dans sa conscience éveillée. Et on peut voir aussi dans ce geste une réponse en quelque sorte que Bucky va renvoyer à l'évocation que Zemo fait juste avant lorsqu'il dit que Carly devrait être tuée tout simplement pour être stoppée et lorsqu'il suppose que Bucky pourrait être l'homme de la situation. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce positionnement idéologique de Zemo est très intéressant, surtout lorsqu'on l'ajoute à son nouveau lieu de villégiature, à savoir la prison du Raft, et bien sûr, je reviendrai sur ces points dans la partie théorie de la vidéo. Pendant ce temps, Sam Wilson revient à Baltimore pour en apprendre plus sur l'histoire d'Isaiah Bradley et réfléchir sur la notion d'un Captain America noir, et on peut remarquer au passage que c'est le run de comics qui s'appelait Truth et qui introduisait Isaiah Bradley qui donne son titre à cet épisode Truth Vérité. Au passage, Sam croise à nouveau Elijah Bradley qui pourrait revenir dans un projet Young Avengers, j'en ai déjà parlé, mais pour le moment c'est Carl Lumbly qui va encore nous donner une masterclass,
dans le rôle du survivant Isaiah. Et au fur et à mesure qu'on va découvrir l'histoire véritable de cet homme, on va mieux comprendre pourquoi il ne se reconnaît absolument plus dans le symbole patriotique des États-Unis que peut représenter le bouclier. Ici, les références historiques sont à la fois édifiantes et très pertinentes pour illustrer la réalité du propos, s'il était encore besoin de convaincre quelques réfractaires qui viendraient encore chouiner sur le message politique de la série. Et oui, que vous le vouliez ou non, les comics ont toujours eu des liens avec la politique, particulièrement ceux de Captain America, hein, pas que bien sûr. Et puis de toute façon, on peut dire que l'histoire elle-même est politique, que la vie en société même est par définition politique, donc on n'y échappe pas. Très rapidement dans la conversation, Isaiah Bradley va faire référence au 332 Red Tails. Il s'agit de l'unité aérienne afro-américaine qui était stationnée à Tuskegee, et comme les vétérans de cette unité ont pu le dire bien plus tard eux-mêmes, ils devaient combattre le nazisme à l'extérieur bien sûr, mais ils devaient aussi faire face au racisme à l'intérieur. Comme le résume Isaiah lui-même plus tard, lorsqu'il revenait de la guerre, ils pouvaient parfois trouver sur leur terrain des croix en flammes, en référence bien sûr aux activités du Ku Klux Klan. Il faut savoir que le surnom de cette unité, Red Tails, provenait de leur habitude de peindre en rouge la queue de leur appareil, les Républiques P-47 Thunderbolt. Et oui, Thunderbolt, un terme qui n'est pas anodin chez Marvel et sur lequel je reviendrai plus tard. Et par ailleurs, c'est dans la même ville Tuskegee que s'est déroulé le scandale de cette expérimentation médicale que j'évoquais déjà dans ma vidéo consacrée à l'épisode 2. La série y fait clairement allusion quand Isaiah explique que les hommes utilisés comme des cobayes avaient reçu diverses versions du sérum en croyant qu'il s'agissait de les protéger du tétanos. Dans la réalité historique, de très nombreux Afro-Américains ont été utilisés comme cobayes à leur insu pour étudier l'évolution de la syphilis, alors même que dès 1943, on savait que la pénicilline était efficace, mais on les dissuada d'en prendre. Mais il faut savoir que cette étude criminelle et raciste, bien sûr, a perduré pendant des décennies. Le scandale n'a éclaté que dans les années 70, et c'est suite à ce scandale qu'on a eu un renouveau du débat, de la discussion autour de la définition de la bioéthique. Et enfin, dans une incroyable ironie de l'histoire, il faut savoir également que Tuskegee, cette petite ville, est aussi celle qui a vu naître Rosa Parks, une des grandes figures de la lutte pour les droits civiques aux États-Unis, bien sûr. Revenons à l'histoire d'Isaiah qui raconte avoir fait le mur pour sauver 2 amis prisonniers. À son retour, il a été marqué et torturé, comme l'aurait été un esclave, et enfermé pendant 30 ans, sans jamais recevoir les lettres de celle qu'il aimait et qui est morte en le croyant disparu. On peut évidemment dresser ici un terrible parallèle avec les événements du film Captain America The First Avenger, dans lequel Steve fait exactement la même chose, à quelques détails près, mais en étant accueilli à son retour en héros. La première réaction de Sam, assez logique, c'est de vouloir faire connaître, de faire surgir l'histoire d'Isaiah, de la porter à la connaissance de l'opinion publique, mais Isaiah ne veut pas entendre parler de ça, il préfère rester mort, puisqu'il n'a aucun doute sur le fait que certaines autorités pourraient s'occuper de lui et le faire disparaître pour de bon si son nom refaisait surface. Isaiah fait référence à la manipulation de l'histoire par les dominants, ce qui se vérifie très souvent malheureusement, et ce malgré les efforts des historiens qui cherchent à interroger la perception établie par des mythes fondateurs américains restant profondément ancrés dans l'inconscient collectif. Enfin, quand Isaiah affirme qu'ils ne laisseront jamais un homme noir devenir Captain America, on peut presque lire « Challenge accepted » dans les yeux de Sam, j'y reviendrai dans la partie théorie. En résumé, on a ici une scène extrêmement forte dont la série, dont Marvel peut être fier, non seulement pour la qualité des interprètes, pour l'intensité, pour la thématique abordée, mais aussi pour l'habileté des parallèles qui ont été trouvés entre l'histoire des comics et l'histoire réelle. Après un début d'histoire qui enchaînait les scènes rudes, le retour en Louisiane arrivait à point nommé pour nous apporter une sensation de confort familial et de chaleur humaine se reflétant dans celle du climat. En parlant de mythe américain, on en a un beau ici, dans la façon dont la solidarité de la communauté va permettre à Sam et Sarah d'atteindre un objectif que les institutions, représentées par la banque, leur refusaient. Avec la même réalisatrice Kari Skogland pour les épisodes 1 et 5, on obtient pourtant un ressenti très différent de mon point de vue, tout entré en symbiose ici, les mouvements de caméra doux, la lumière, la musique, j'avais vraiment envie d'y être avec les personnages.
L'arrivée de Bucky tombe elle aussi à point nommé, et si on veut pinailler un petit peu, c'est vrai qu'on peut se dire que les Wakandais travaillent quand même à une vitesse phénoménale avec cet équipement que Bucky apporte dans la valise, mais bon, on peut mettre ça sur le compte du flou entourant la véritable période de temps qui s'est écoulée. Et c'est marrant, je plaisantais la semaine dernière sur Bucky et Ayo, mais là j'avoue que Sarah Bucky je valide à 1000% pour la simple idée de voir la tronche de Sam devant accepter Bucky Barnes comme beau-frère. Alors oui c'est vrai, je vous avoue, j'imagine déjà une petite scénette, celle dans laquelle on aurait Sam amenant Bucky, son futur beau-frère, le futur marié, jusque devant la mairie en voiture. À l'arrière, on aurait Bucky dans son costume blanc très ajusté, très classe, mais qui serait recroquevillé derrière le siège complètement reculé de Sam, encore à moitié vénère de devoir aller marier sa sœur. Et oui, je sais bien que Sarah c'est aussi le prénom de la mère de Steve Rogers, mais je ne pense pas que la réaction de Bucky provienne uniquement de ça, voire pas du tout. Il y a de mon point de vue clairement un petit peu de flirt dans l'air. Pendant les réparations du bateau, on voit Bucky qui teste instinctivement le couteau américain, l'outil de plaquiste, comme une arme meurtrière. Et oui, que voulez-vous, Bucky ne se débarrassera jamais complètement de son conditionnement en tant que machine à tuer. Ceci dit, je pense que moi aussi je ferais la même chose avec un couteau américain, alors que pourtant j'ai pas eu le cerveau lavé par Hydra, enfin je pense pas. On peut dire que ce bateau est doublement symbolique dans la série. D'une part, sa réparation représente clairement celle de la relation abîmée entre les deux hommes, et d'autre part, il incarne aussi la charge d'un héritage parfois pesant et pourtant précieux, et oui, tout comme le bouclier. Lorsque Sarah empêche Sam d'effacer le nom de leurs parents sur la coque au dernier moment, elle décide alors d'assumer cet héritage, tout comme Sam choisit de pleinement embrasser le terrible don que lui a fait Steve avec le bouclier. La discussion de Sam et Bucky est clairement la meilleure qu'ils aient eue dans la série, et surtout la plus touchante. Ils laissent tomber la pudeur masculine classique pour se parler vrai, et le résultat est tout simplement beau. Ce qui débloque tout, c'est que Bucky présente ses excuses à Sam en révélant qu'il connaissait à l'avance l'intention de Steve de lui léguer le bouclier, et surtout qu'aucun d'eux ne pouvait avoir conscience de la difficulté que cela représenterait pour un Afro-Américain. Et oui, il n'est pas facile d'imaginer ce que vit l'autre lorsqu'on n'a pas du tout le même vécu personnel, et cette difficulté, elle semble encore actuellement très difficile à imaginer, à accepter, pour certaines personnes du moins, dans des débats de société très actuels. Cette excuse sincère va beaucoup aider les deux hommes à avancer ensemble, et Sam va prodiguer quelques conseils très précieux à Bucky, notamment le fait d'arrêter de se référer à d'autres personnes pour définir qui il est, et même à Steve, notamment puisque Steve est parti maintenant, un terme assez ambivalent sur lequel je reviendrai dans la partie théorie. Et si cet épisode n'était pas déjà suffisamment cool, on a même un training montage à Que demande le peuple, et le petit All Day Man que Sam va lâcher à ses neveux alors qu'il passe en courant ne peut que réchauffer nos petits cœurs de fans de Steve. Comment ça, vous n'êtes pas fan de Steve Rogers? Vous déconnez ou quoi? Vous êtes sérieux? Et à la fin de ce montage, on remarque que Sam porte déjà des couleurs rouge et bleu qui ne relèvent pas du hasard. Pendant ce temps, on assiste au passage de John Walker chez les parents de Lemar. De toute évidence, il voudra tuer Karli Morgenthau pour honorer la promesse qu'il leur a faite alors à crédit quant à la vengeance contre la personne responsable de la mort de leur fils. La sœur de Lemar semble plus méfiante, sans doute la méthode de John Walker l'a-t-elle laissé perplexe. Par ailleurs, du côté de Madripoor, on entend une conversation téléphonique entre Sharon Carter et Batroc. Le tableau qu'on voit dans le couloir n'est autre que le radeau de la Méduse, une œuvre qu'on peut notamment considérer comme une illustration de l'abandon et des extrémités auxquelles les humains sont prêts pour leur survie. Concernant le tableau qui clôt l'entretien, c'est la promenade de Claude Monet. Au sujet de cette peinture, la promenade de Claude Monet, sur laquelle on peut distinguer sa femme, la femme à l'ombrelle, et son fils, eh bien il faut savoir que 10 ans plus tard, elle a plus ou moins, cette peinture, servi de modèle à deux autres, sur lesquelles on trouve une femme à l'ombrelle qui va regarder tantôt à gauche, tantôt à droite, et cela peut éventuellement mener à une réflexion sur la signification que les créateurs de la série auraient pu vouloir mettre en plaçant ici cette peinture. J'y reviendrai dans la partie théorie. Et on a donc Batroc qui rejoint Karli et son gang dans un échange de dialogue en français ou en pseudo-français quand Karli essaie de faire croire qu'elle le parle. Ça pique un petit peu pour nous. On peut aussi relever la réaction du Flag Smasher prénommé Dovich, et qui en dit long sur l'absence de décision collégiale, puisqu'ils découvrent alors leur alliance avec un criminel tel que Batroc. Mais bon, ceci dit, sachant qu'il suit déjà une femme, il va faire exploser un bâtiment dans lequel sont attachés des gens,
on peut dire que le reproche moral tombe un petit peu à plat. Et donc comme je m'en doutais, les Flag Smashers vont directement attaquer les chefs du GRC. Et le final nous tease sur le contenu de la valise, il s'agira forcément du nouveau costume de Captain America pour Sam et on peut parier qu'il aura des ailes puisque cela reste le point fort de Sam Wilson qui lui permet vaguement de faire face à des adversaires plus puissants. Lorsqu'il apparaîtra pour de bon dans toute sa splendeur, en tant que nouveau Captain America, Sam Wilson sera donc équipé d'un côté par l'héritage que Steve Rogers lui a laissé, ce bouclier qui n'appartient pas véritablement à l'État, et de l'autre, il aura ce costume, cet équipement qui aurait été construit par des Africains, et donc on peut voir là toute une symbolique autour de l'indépendance idéologique de Sam Wilson par rapport aux États-Unis, et qui s'incarne dans ses équipements matériels. Attention toutefois ici de ne pas attribuer de fausses intentions à Sam qui ne renie pas du tout les États-Unis puisqu'il va assumer ce symbole qui reste hautement patriotique du bouclier avec ses couleurs et son étoile, et il ne va donc pas reprendre à son compte cette vision du monde désabusée, on peut le comprendre, car Isaiah Bradley, non, Sam a décidé de continuer le combat, d'incarner cette vision optimiste de l'avenir. Et en parlant de bouclier, la scène de mi-crédit nous révèle un John Walker qui fabrique le sien, décidé à revenir en réponse à l'affichage initial de la campagne médiatique de son introduction. De toute évidence, il va chercher à tuer Carly, et Sam devra l'en empêcher. Alors lorsque John Walker va concevoir son bouclier à partir de tout et de rien dans son garage, on peut éventuellement penser au premier film Iron Man, mais personnellement, ça m'a plus fait penser à l'agence Tourisque. Et le fait d'y incorporer sa médaille militaire est une façon d'insuffler le symbole de son honneur et la mémoire de son ami et coéquipier dans ce bouclier. Le bouclier passe ainsi d'un symbole d'idéaux plus grand à celui de la vendetta personnelle d'un homme isolé. Il est plus que temps de passer à la partie théorie de cette vidéo, mais hop hop hop, avant de partir, n'oubliez pas de laisser un pouce en l'air, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et je vous donne rendez-vous ce lundi dès 21h10-15 sur Twitch en direct, donc ne manquez pas le rendez-vous. Je vous parlais donc de Torres qui récupère l'ancien équipement de Falcon, et donc de toute évidence il devrait devenir un nouveau Falcon, mais bon on va pas l'appeler Falcon bis, ce serait un petit peu moche, et comme Torres a déjà un peu le rôle d'agent d'information, il est un peu les yeux et les oreilles de Sam dans la série, je pense que comme Red Wing, le drone de Sam a été détruit, il n'est pas impossible que Torres se réattribue un petit peu pour la blague ce pseudo Red Wing. Venons-en maintenant à un des gros morceaux des théories, si j'ose dire, en parlant de la comtesse Valentina. Alors dans les comics, elle a été agent du SHIELD, elle a été partenaire amoureuse de Nick Fury, elle a été agent d'Hydra, avec même le pseudo de Madame Hydra, sauf que c'était une triple agente, qu'elle travaillait pour le Léviathan, et on découvrait que finalement c'était une agente dormante de la Russie, infiltrée aux États-Unis. Donc comme je vous le disais dans la partie référence, impossible à partir de tout ce fouillis de savoir dans quelle direction ça ira exactement dans le MCU. L'impression que j'ai retirée de cette scène personnellement, c'est plutôt une version un peu plus sombre des fameux recrutements menés par Nick Fury dans la plupart des premiers films du MCU, alors que l'initiative Avengers était en train de se créer. En effet, en résumé, Val semble ici travailler pour un groupement, une agence gouvernementale underground non officielle, et cela pourrait aller vers la constitution de deux groupes préexistants dans les comics, à savoir les Thunderbolts ou encore les Dark Avengers. Et à mon avis, cela vient plutôt confirmer la piste des Thunderbolts que j'évoque depuis le début de ces vidéos et même auparavant, et pour lesquels on a plusieurs petits indices qui viennent corroborer l'idée. Et le raisonnement est finalement assez simple, puisqu'il est impossible d'un point de vue scénaristique, ou presque, que Marvel tente d'introduire deux groupes aussi proches, on va dire, dans la même série, à savoir les Thunderbolts et les Dark Avengers. Et donc ce qui fait pencher clairement la balance, notamment vers les Thunderbolts, c'est bien sûr Zemo qui est bien trop excellent pour s'en passer, et qui, historiquement, et pour des raisons idéologiques aussi, on va dire, va être bien plus proche des Thunderbolts que des Dark Avengers. On a donc le baron Helmut Zemo qui est emmené vers le Raft, cette prison de haute sécurité, notamment destinée aux personnages dotés de capacités particulières, qui a été créé par le général Thaddeus Thunderbolt Ross dans Civil War. Et donc il semble assez clair qu'on va se retrouver avec un embryon d'équipe qui réunirait Zemo et John Walker. Alors c'est vrai, on peut dire que les Wakandais auraient pu tout simplement emmener Zemo dans leur propre prison,
mais je suppose qu'il cherche quand même à respecter au minimum certains accords internationaux, et puis surtout, ce sera le prétexte pour nous offrir peut-être une scène post-crédit en fin de série, à la fin de l'épisode 6, avec le recrutement de Zemo dans le raft, en tout cas on peut l'espérer. Bon, ceci dit, je dis ça, mais il est absolument possible que cette scène post-crédit n'existe pas et que la série se contente du fameux appel de Val, celle qu'elle passera à John Walker, et qui a été carrément annoncée dans cet épisode. Et si vous vous posez la question assez légitime de comprendre pourquoi Zemo accepterait de travailler avec un super soldat alors qu'il les déteste, eh bien c'est parce que John Walker reste justement un soldat assez obéissant, enfin jusqu'à un certain point, et notamment il partage le point de vue de Zemo sur l'efficacité de la justice expéditive, de la peine de mort en quelque sorte, et cela pourrait convaincre donc Zemo d'accepter, d'autant plus que je pense que le commandement tactique de l'équipe serait confié à Zemo, qui a clairement prouvé son excellence et son efficacité durant son apparition dans cette série. On peut imaginer bien sûr d'autres recrues à venir pour ce groupe des Thunderbolts, à commencer par Yelena Belova, que Val pourrait peut-être recruter dès le film Black Widow. Et donc même si je pense qu'il s'agit d'un hasard, il m'apparaît amusant de souligner que les avions donc des militaires de l'ère américaine pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'était donc pour la plupart des républiques P-47 Thunderbolt. Et donc voilà, cette mention de Thunderbolt, cette référence que Isaiah Bradley fait au bataillon 332 Red Tails, ça fait un peu beaucoup de Thunderbolts pour ne pas y voir éventuellement une référence cachée, mais peut-être que je suis allé creuser un peu trop loin. Et si tous ces petits éléments, ces débuts de piste ne vous suffisent pas, on peut aussi souligner qu'il serait intéressant d'avoir John Walker chez les Thunderbolts, puisque l'un des membres les plus importants des Thunderbolts, c'est Red Hulk, Hulk rouge, qui n'est autre que Thaddeus Ross transformé en Hulk, et bien sûr, pour obtenir ce résultat, il faudrait déjà mettre la main sur les seuls éléments de sérum encore à disposition et qui se trouvent bien sûr dans le sang de John Walker. Et enfin, pour terminer sur cette question, je pense que ce serait vraiment une bonne idée de faire apparaître le général Ross en scène post-crédit en fin d'épisode 6. Alors je ne sais pas s'ils le feront, ça me paraît relativement peu probable maintenant, difficile de savoir, mais personnellement c'est ce que j'aurais essayé de faire. Une petite remarque au passage comme ça sur le bras de vibranium de Bucky. On a vu qu'il y avait comme des perturbations électriques lorsqu'il a subi le choc ultra-violent durant le combat contre John Walker. Alors est-ce que le bras a complètement récupéré? Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut voir dans sa décision de ne pas vraiment utiliser son bras de vibranium durant la réparation du bateau, et même Sam lui fait remarquer comme un signe selon lequel son bras ne serait pas efficace à 100%. Je n'en sais rien, on verra bien dans le 6e épisode. Et parce que je sais que certains me feront la remarque, oui, j'ai aussi saisi l'idée selon laquelle cette réponse que fait Bucky au sujet du fait qu'il n'utilise pas directement son bras de vibranium laisse plutôt supposer une signification en rapport avec son côté Winter Soldier qu'il laisse de côté, et le fait qu'il met en avant son côté humain, donc avec sa main droite humaine, celle de James Barnes. Donc voilà, c'est sans doute la signification de cette scène. Je vous avais promis de revenir dans les théories sur Sam Wilson en tant que nouveau Captain America, donc nous y voilà. Je pense que Sam a bien compris que pour s'imposer véritablement en tant que nouveau Captain America afro-américain, il devra le faire au vu et au su de tous et s'imposer comme un véritable symbole. Et ça tombe bien, puisque le sauvetage des membres dirigeants du GRC devrait fournir la parfaite opportunité médiatique. Eh oui, les caméras du monde entier seront sans doute braquées vers cette prise d'otage, et retrouver un symbole d'espoir héroïque chez un Captain America noir serait vu positivement par beaucoup de monde dans le contexte politique souligné par l'action des Flag Smashers. Concernant maintenant le véritable destin de Steve Rogers, je ne pense pas qu'il soit véritablement mort, mais il est plus simple pour Marvel de faire planer le doute, puisque faire revenir Chris Evans pour un petit caméo, ça ne doit pas être facile, puisqu'on a bien compris qu'il avait abandonné le rôle, mais de mon point de vue, je pense que Steve n'est pas mort. Je le vois plus sous la coulée douce dans une station spatiale du SWORD, à donner un avis par-ci par-là à la limite. Et bien sûr, cela viendrait faire écho à la théorie farfelue qu'avait évoquée Torres dans le premier épisode, selon laquelle Steve Rogers serait actuellement sur une base lunaire. Autre petite théorie sur un autre sujet, mais ça semble plutôt évident à tout le monde, j'imagine, suite au conseil que Sam a donné à Bucky entre deux lancers de bouclier,
on peut clairement imaginer une scène dans l'épisode 6 dans laquelle Bucky ira annoncer la vérité au père du premier épisode sur les circonstances de la mort de son fils que Bucky avait assassiné en tant que Winter Soldier. Ça s'annonce difficile. Il est temps d'enfin évoquer Sharon Carter qui me semble de plus en plus clairement s'imposer comme étant le Power Broker, une piste déjà évoquée précédemment. Le radeau de la Méduse viendrait subtilement souligner combien le sentiment d'abandon de Sharon aurait pu l'amener à changer. Par ailleurs, en prolongement du thème central de la série, le tableau est particulièrement pertinent du fait de l'avant-gardisme consistant à faire d'un homme noir le personnage principal, et oui, celui qui agite un tissu, peut-être un drapeau. Ce qui est clair au sujet du Power Broker, c'est qu'absolument rien n'est clair à son sujet, puisqu'il est difficile de comprendre où Sharon Carter veut en venir exactement, si elle est le Power Broker, puisqu'on a vu des textos à Karli Morgenthau qui l'a menacée de mort, et ensuite on voit Sharon qui va aider Karli au travers de Batroc. Donc clairement il y a de la tromperie là-dedans, quelque chose qu'on ne comprend pas, et je ne sais pas si on va réussir à démêler le vrai du faux et la vérité avant que la série ne nous la révèle, on l'espère, dans l'épisode 6. Comme j'ai déjà pu le dire, il pourrait éventuellement y avoir 2 Power Brokers, où on pourrait aussi avoir un jeu d'illusion de Sharon Carter qui voudrait faire croire que le Power Broker existe toujours, alors qu'elle a pris sa place en mode magicien d'Oz, j'avais déjà évoqué ce parallèle, et donc de ce fait, elle pourrait donner quelques attitudes au Power Broker, de fausses attitudes comme les textos, les menaces envoyées aux Flag Smashers, les hommes qu'elle envoie pour récupérer les doses de sérum, et par ailleurs mener son propre projet en tant que Power Broker en underground, on va dire, sans que les autres membres de l'organisation du Power Broker ne soient forcément au courant qu'elle a véritablement pris sa place. Ceci dit, même si ce n'est pas ma préférée, l'hypothèse Skrull reste toujours d'actualité, et d'autant plus avec ce tableau de Claude Monet, puisqu'on a donc un tableau original qui va donner lieu, 10 ans plus tard, à 2 tableaux fortement inspirés, avec 2 femmes très ressemblantes dans ces 2 futurs tableaux par rapport à la promenade, avec une qui regarde à gauche et une à droite. Donc on a un petit peu dans tout ça la notion de copie, entre guillemets, et donc on pourrait y trouver une référence au Skrull. On peut aussi avoir éventuellement quelques doutes sur ce sénateur qu'on avait vu dans le premier épisode à l'annonce du nouveau Captain America et qu'on retrouve ici en représentant des États-Unis au sein du GRC. Alors est-ce qu'il est corrompu? Est-ce qu'il joue un double jeu? Pour l'instant, aucune piste ne le laisse supposer, et je pense qu'on aura plutôt une révélation du côté de Sharon Carter que de son côté à lui. Enfin, si vous vous posez la question, et c'est sans doute le cas, je ne pense pas qu'il y ait de véritable rapport entre la comtesse Val et Sharon Carter. Alors bien sûr, je peux me tromper, puisque s'il y a une manipulation gouvernementale des 2 côtés, forcément ça va se réunir en une seule, et dans ce cas-là, elles seront sans doute en relation hiérarchique. Bon, je pense que je n'ai pas besoin de vous faire un tableau, vous savez ce qu'il vous reste à faire, et si vous ne le faites pas, eh bien je serai obligé d'utiliser mes pouvoirs cosmiques pour vous enfermer dans une session de ASMR de 24 heures non-stop avec Karli Morgenthau qui essaie de parler français. Vous allez devenir fou. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures et donc dès lundi 21h15 sur Twitch en direct. À très vite, salut.